Curriculum Vitae. Bonjour mesdames et messieurs, c'est Dani Benz au microphone et je vous souhaite la bienvenue à Curriculum Vitae. Aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec la femme qui est à la tête du doyen des orchestres symphoniques au Canada, orchestre qui fut fondé en 1902, qui a donc 111 ans. Elle qui avait poursuivi avec hardiesse ses études en sciences politiques, qui fut ensuite pendant plus de 10 ans journaliste, reporter, animatrice pour TV Ontario et la Société Radio-Canada, avait-elle prévu qu'elle serait en 2013 présidente directrice générale de l'Orchestre symphonique de Québec? On va le lui demander. Thérèse Boutin, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Je parie que vous ne l'aviez pas prévu. Oh non, ben, pas du tout. Même il y a exactement un an, disons en décembre 2012, jamais je n'aurais pensé que je serais ici à Québec aujourd'hui. Vous étiez à ce moment-là pour l'Orchestre de Trois-Rivières? Oui, c'est ça. J'étais directrice générale de l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières et après les fêtes, après mûre réflexion dans le courant du mois de janvier, j'avais pensé que le temps était peut-être venu pour moi de passer à autre chose. Je savais pas quoi. La seule chose que j'avais dans mes cartons, c'était de terminer mon doctorat en administration que j'avais commencé à l'Université de Sherbrooke. Mais c'est tout. Et puis, il est arrivé toutes sortes de choses et finalement, au mois de mars, j'ai accepté le poste ici à l'Orchestre symphonique de Québec et puis je suis rentrée au travail le 6 mai. Et comment ça se passe? Ça va bien. C'est vraiment un très gros défi. C'est d'apprendre à connaître Québec, apprendre à connaître le public de Québec en ce qui a trait à la musique symphonique, entre autres. Apprendre à connaître l'orchestre, travailler avec ses musiciens, ses artisans, son conseil d'administration et tout. Mais ça va bien. C'est quand même une grosse équipe, hein? Oui, c'est 66 musiciens à temps plein et 17 employés, donc quand même une équipe de 83 personnes, un conseil d'administration d'une quinzaine de personnes, une soixantaine de bénévoles, tout autant de choristes, donc c'est beaucoup de monde. Oui, vous demandez pas ce que vous allez faire demain matin. Jamais. Alors, Thérèse Boutin, on va reculer un petit peu dans votre parcours de vie parce que on s'en va vers l'Ontario. L'Ontario, oui. Pour vous, est votre province natale. Et dans quelle région exactement? Moi, je suis née dans un petit village qui s'appelle Val-Gagné. C'est dans le nord-est de l'Ontario. C'est à peu près à la hauteur de Rouyn. D'ailleurs, quand on était jeune et qu'on voulait jeunesser et que c'était très sévère en Ontario, on traversait du côté du Québec et on allait veiller à Rouyn. Alors, je suis née dans ce petit village, tout petit, là, 200, 300 familles, tout au plus. La ville la plus proche, c'est Timmins, et la capitale du nord de l'Ontario, c'est Sudbury, où j'ai fait mes études universitaires, là, la première tranche où je suis allée faire un baccalauréat en sciences politiques. J'ai aussi fait mes études secondaires à l'Académie Sainte-Marie, en partie mes études secondaires à l'Académie Sainte-Marie, qui était un pensionnat des Sœurs de l'Assomption de la Sainte-Vierge à Haileybury. Donc ça, c'était d'un côté du lac Témiscamingue, en ligne directe avec Ville-Marie, qui était de l'autre côté du lac, un peu pour situer les gens géographiquement. Ben oui. Donc vous étiez sur une ferme en fait, hein? Moi j'ai été élevée dans une ferme. Mon père était agriculteur depuis quelques 2-3 générations, j'imagine. Ma mère était infirmière et sage-femme. Donc j'ai été élevée dans ce milieu
où j'ai appris à tout faire, en fond, dans le fond. Oui, quand on est élevé sur une ferme comme ça, il manque jamais de travail, même pour les enfants. Non, jamais. Moi, j'étais pas très forte physiquement, et donc mon travail pendant le temps que j'ai été à la maison a été beaucoup dans la maison, donc faire à manger, ça m'est resté pour la vie. C'est dans Sandwich, le petit faubourg, il y a des filles tout alentour. Il y en a des petites puis des grandes qui veulent se marier, mais personne les demande. Toutes les filles sont rassemblées, il y a une lettre qu'ils ont composée. Il l'emporta le dimanche à la messe. Tenez, monsieur le curé, publiez cette lettre. Ah ouais, monsieur le curé. Monsieur le curé l'a pas manqué, après la messe l'a publié. Tous les garçons, les jeunes gens du village, oh prenez donc ces filles, elles ont de bon courage. Tous les garçons n'ont pas manqué, après la messe sont rassemblés. Buvons, chantons, caressons la bouteille, nous sommes à marier. Les filles nous appellent. Les entends-tu, là? On vient d'entendre Les filles de Sandwich. C'est Thérèse Boutin qui l'a choisi pour nous, cette première chanson qui est du folklore. Oui, en fait, c'est le folklore, c'est très intéressant, c'est très important pour nous définir. Hein. C'est ce que nous sommes, la musique et la tradition orale qui s'est fait soit par la chanson, soit par le conte depuis des millénaires. En fait, ici, d'abord en Nouvelle-France et puis au Canada, ça a été très important. C'est ce qui a gardé les communautés ensemble. Donc cette chanson, Les filles de Sandwich, c'est une chanson qui est originaire d'Europe. Probablement même de plus loin que ça, sait-on jamais. Elle a traversé en Nouvelle-France et puis elle a la particularité d'avoir pris le titre de la communauté dans laquelle elle se trouvait. Donc on aurait très bien pu chanter les filles de Cap-Rouge ou les filles de Ville-Marie ou les filles de Sudbury ou pardon avec mon micro. Donc je trouve que c'est important, ça dit qui on est. Je pense qu'il faut pas relier notre passé, qui nous sommes. Donc voilà, c'est pourquoi je l'ai choisi. Oui, vous parlez du passé, c'est intéressant parce que évidemment pour vous votre père et votre mère, c'était des personnes importantes, ça a été des personnes qui vous ont marqué beaucoup par leur être, par leur façon de vivre et ce qu'ils vous ont légué. Vous me laissiez savoir en préparation de cette entrevue que du point de vue du langage du gouvernement, votre père aurait été taxé d'analphabète. Oui, effectivement, selon l'OCDE, si on a une 8e année, donc l'équivalent de secondaire 2, et pas plus, on est considéré analphabète fonctionnel dans le monde de l'Ouest, si on peut dire. Et donc, mon père avait à peine une 9e année, comme on disait dans le temps. Et pourtant, c'était quand même un homme qui était très impliqué dans sa communauté. Il a fondé différents organismes. Il a été impliqué politiquement aussi
pour la sauvegarde de la langue française en Ontario, entre autres. Il a été membre d'un ordre qui a été longtemps secret, qu'on a appelé l'ordre de Jacques-Cartier. Et il était très sensibilisé à ce qui se passait partout dans le monde. Je me souviens quand le dernier de mes frères est né, donc le 6e de la famille, on l'a appelé Patrice. Moi, j'avais 8 ans et demi et je me souviens, un jour, mon père faisait sauter le bébé sur ses genoux et il l'appelait Patrice Lumumba. Puis il parlait comme ça. On est en 1961. Donc, effectivement, c'était en plein pendant la révolution du Congo, le Congo belge, comme on l'appelait à l'époque. Et il m'avait dit, on a choisi ce nom-là parce que c'est important de se rappeler ce qui se passe dans le monde et tout. Moi, j'avais 8 ans, là, vous vous rendez compte? Oui. Et pour lui, c'était très important. Et ma mère avait un peu cette sensibilité-là aussi, encore là, en lien avec la naissance de la plus jeune de mes sœurs, cette fois-ci, qui s'appelle Myriam. Elle est née en novembre 1958 et à peu près un an auparavant, au moment où ma mère a dû tomber enceinte, ou à peu près, on venait de découvrir les manuscrits de la Mère morte. Et il y avait eu tout un texte, là, je suis pas spécialiste dans la matière, là, mais où on parlait de la Sainte Vierge. Et je me souviens, j'étais assise, puis ma mère, j'avais 6 ans, donc ma mère m'enseignait à écrire, et elle avait dit, tu sais, le bébé, si c'est une fille, on va l'appeler Myriam, parce que c'est le nom de la Sainte Vierge en hébreu. J'avais 6 ans, je me souviens de ça. Donc, ça m'a beaucoup éclairé et depuis ce temps-là, je me suis toujours intéressée. Moi, c'est surtout la littérature d'Asie mineure, donc de Palestine, d'Israël et tout ça. Ça m'a toujours intéressé, la littérature en provenance d'Afrique aussi. C'est resté ça ça s'est imprégné dans mon ADN, si je peux dire. Ce sont nos racines aussi. Absolument, absolument. De toute façon. Et la naissance, vous les évoquiez, la naissance de vos jeunes frères et sœurs, vous êtes l'aîné? Oui, moi je suis l'aîné. Oui. Et à chaque fois, ça a été un événement pour vous. Vous me le disiez du point de vue finalement de la forge du caractère que vous avez. Ah oui, ça, je pense que ce qui arrive, je pense, quand on est jeune et dans un milieu rural plus, je pense, où on doit très vite prendre des responsabilités. Vous parliez tantôt de la responsabilité quand on vit sur une ferme, mais aussi par rapport à la famille, surtout quand on est l'aîné, peut-être moins aujourd'hui, mais à l'époque, on nous responsabilisait très jeune et on nous disait très jeune, fallait être raisonnable. Moi, je me souviens justement quand Myriam est née, donc il y avait moi, mais il y avait 3 autres jeunes enfants dans la maison. Mon père est venu me réveiller et me dire je pars avec ta mère. J'ai mis du charbon dans la fournaise. On est au mois de novembre, là. Et il m'a dit je m'en vais avec ta mère et demain matin quand tu te réveilleras, Marie-Ange, je serai ici pour te préparer pour l'école. J'avais 6 ans. Je gardais 3 autres enfants. Aujourd'hui, on aurait appelé la DPJ, mais dans le temps, c'était comme ça. Donc, ce sont je pense que très jeune, j'ai dû m'adapter puis prendre mes responsabilités. Je me souviens une autre fois, ma mère, j'avais 8 ans, ma jeune sœur Louise en avait 7 ans. Ma mère est partie un vendredi soir. Elle a dit, je dois quitter, je suis fatiguée, je m'en vais au village. Elle dit, toi et Louise, ensemble, vous avez 15 ans, vous êtes capables de garder. Alors, ça forge un caractère. Laissez-moi vous le dire. Mais vous me dites aussi que cette femme-là, votre mère, encore aujourd'hui, ça fait quand même quelques années qu'elle n'est plus ici, mais c'est quand même la femme phare de votre vie. Oui, ma mère était tout dans le village. D'abord, ma mère avait une formation universitaire, ce que très peu de femmes de sa génération avaient dans
des communautés du nord de l'Ontario, si je peux dire ainsi. Ma mère était orpheline de naissance, presque. Et elle a fait ce qu'elle avait à faire dans la vie et un jour, elle a décidé qu'elle allait devenir médecin. Évidemment, on est dans les années 40, on l'a refusé parce que c'était une femme et parce que surtout, il n'y avait pas d'autres médecins dans sa famille. Et donc, elle a dit, bon, ben, qu'à cela ne tienne, je vais au moins faire mes études d'infirmière. Et donc, elle a fait ses études d'infirmière et elle est allée à l'université faire une spécialisation dans les années 40, là, quand même. Et quand elle est venue, ma mère a travaillé à l'extérieur de la maison toute sa vie. Et elle était, en plus de ça, dans le village, celle qui faisait tout. Des processions de la fête Dieu aux séances publiques là, pour toutes sortes de choses. Elle organisait la fête des 4H, la fête de Noël. Elle a même créé un organisme, un club qu'elle a appelé le Club Féminin, pour sortir les femmes de chez elles dans un village comme ça et leur apprendre à faire à manger. Ma mère qui savait pas faire à manger, mais bon, c'est pas grave. Leur apprendre à tricoter, à broder, à crocheter, mais ensemble, les femmes, à faire des choses ensemble. Pour les souder. Un soir de semaine et les sortir de la maison. Et ça m'a marqué. Moi, j'ai continué comme ça pas mal toute ma vie. C'est une très belle interprétation. Je vous laisse la présenter, Thérèse Boutin. Oui, en fait, c'est tiré d'une œuvre Novum Canticum. C'est interprété par le chœur vocaliste de Trois-Rivières et c'est une composition de Marc Langis. Bon, on a tous entendu le Hodie Christus Natus Est un peu partout dans toutes sortes d'autres cantiques de Noël, entre autres, parce que c'est tiré de la liturgie. Mais Marc Langis, c'est le guitariste bassiste de Céline Dion et qui est un très grand ami de Raymond Perrin, qui est le chef du chœur vocaliste. Et donc, il a écrit cette œuvre
pour le chœur vocaliste, pour lequel j'ai travaillé. J'ai été directrice générale de ce chœur quand je vivais à Trois-Rivières. On y reviendra, Thérèse Boutin, parce que nous sommes dans ces eaux-là où votre mère a probablement pressenti la confiance qu'elle pouvait vous faire en vous donnant de telles responsabilités si jeune. J'ose le croire. Mais on arrive dans votre parcours, vous nous l'aviez dit tout à l'heure, où quand on est dans un milieu rural et qu'on veut poursuivre ses études, et visiblement vos parents vous y ont encouragé, vous allez au pensionnat, et ça pour vous, c'est pas du tout triste, ça n'a pas été une mauvaise expérience. Oh mon Dieu, quelle belle partie de ma vie que la vie de pensionnat. Racontez-nous ça. Oui. Moi, j'ai ben aimé ça. J'avais été, voyez-vous, l'école du village se terminait à la 10e année, je pense, et la plupart des filles partaient pour aller travailler comme domestiques dans les maisons, ou bon, les autres poursuivaient leurs études et allaient faire une année à l'école normale pour enseigner, ou quelques-unes pour devenir infirmières, mais bon, c'était pas le lot de tout le monde. Et les sœurs avaient l'école du village, et un jour, il y en a une qui a dit à ma mère, vous savez, Madame Boutin, votre fille, là, il faut s'en occuper. Et nous, on vous offre de l'accueillir au pensionnat à l'Académie Sainte-Marie à Haileybury. Vous n'aurez à vous occuper de rien. Fait que dans le fond, j'ai eu une bourse. Oui. Ça s'appelait pas comme ça dans le temps, mais dans le fond, c'est ce que j'ai eu. Et donc, je me suis retrouvée au pensionnat. J'ai adoré la vie de pensionnat. J'avais des professeurs extraordinaires. D'ailleurs, il y en a une qui m'a marqué beaucoup, Sœur Jeanne d'Arc Lapierre, qui m'a enseigné, moi, le latin, l'histoire ancienne et je ne sais plus quoi, mais qui a été très présente dans ma vie de jeune couventine. J'ai rencontré des femmes extraordinaires. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les religieuses. J'ai été sensibilisée très jeune à ces femmes-là qui étaient des gestionnaires, des femmes de finance, des femmes de construction, des gens, des exploratrices. Celles que j'ai connues sont passées par l'Amérique du Sud, le Japon, l'Afrique, sont allées partout. J'étais vraiment très impressionnée par ces femmes. Sœur Jeanne d'Arc, un jour, justement, moi, je faisais le ménage dans la chapelle. Y a-t-il quelque chose de plus ennuyeux que de faire le ménage dans la chapelle? Et j'aimais beaucoup lire, et Sœur Jeanne d'Arc, elle m'avait dit, je vais vous arranger ça, Mademoiselle Boutin, je vais vous changer de travail. Première chose que j'ai su, j'étais responsable de l'époussetage de la bibliothèque. Et époussetage pour époussetage, et Sœur Jeanne d'Arc, tout discrètement, m'a montré où étaient les livres à l'index. Oh! Parce que là, on est dans les années 60 et il y avait encore des livres à l'index. Elle m'a montré où ils étaient. Et je les ai tous lus. Alors, c'était rien de bien grave, là, du Georges Sand, entre autres, et des choses comme ça. Mais il y avait aussi la directrice de l'école, Sœur Yvette Laframboise, qui était une femme extraordinaire. Et un jour, j'avais osé désobéir aux consignes de ne pas sortir du quadrilatère autour du pensionnat. Et je m'étais dit... que le diable les emporte, moi je sors, il fait beau, je marche. Et comme de raison, je n'avais pas aussitôt mis le pied de l'autre côté du trottoir. Mademoiselle Boutin, vous êtes demandé au bureau de la direction. Elles avaient des yeux tout le tour de la tête, ces sœurs-là. Alors, je suis montée au bureau, puis là, la sœur, elle m'a dit, vous savez, l'obéissance, c'est important, puis... à toutes fins utiles, elle m'a dit, nous, on avait des grands projets pour vous. On voulait que vous soyez une religieuse puis que vous vous joigniez à l'administration de la communauté. Puis là, j'ai dit, oh mon Dieu Seigneur, dans quoi je viens de m'embarquer? Bon, j'ai dû, au fil du temps, parce que là, je me rappelle plus des événements, mais ça m'a fait comprendre qu'on avait confiance en moi pour faire de la gestion, pour faire des choses, pour être un chef de file dans le fond, puis développer mes qualités de leadership. Mais j'avais pas ce qu'il fallait, comme on disait, j'avais pas la vocation pour devenir une religieuse. Non, mais pas du tout. C'est quelque chose qui vous a jamais traversé l'esprit. Mais pas du tout, du tout, du tout. Même dans mes moments de plus grande piété d'enfant, jamais. Donc, vous disiez une partie de votre secondaire. Après, donc, vous êtes allé du côté de Sudbury?
En fait, après j'ai fait une partie de mon secondaire à l'Académie Sainte-Marie. Ensuite, je suis allée à la fin des années 60 en Ontario. On a adopté une loi créant les écoles de langue française, les écoles secondaires de langue française, parce que ça n'existait pas en Ontario jusqu'en 1968. Dès qu'on passait au secondaire, on allait automatiquement à l'école anglaise. Sinon, si on avait des moyens, on pouvait aller dans les pensionnats qui étaient des écoles privées. Et donc, moi, après le passage de cette loi, j'ai dû quitter le pensionnat. Et je me suis retrouvée à l'école de langue anglaise de ma communauté, qui était l'école secondaire, le Iroquois Falls Secondary School. Donc, j'ai fini mes études secondaires à cette école. Et de là, grâce encore là à un professeur d'histoire, Bill Allen, qui m'a enseigné l'histoire, entre autres choses, et qui a été mon coach pour des débats oratoires et tout ça. Lui a tout fait pour que je puisse partir pour l'université. Il m'a dit, toi, tu vas à l'université, peu importe si je vais te conduire personnellement. Et je me suis retrouvée donc après ça à l'université Laurentienne à Sudbury. Parlons-en de Bill Allen, parce que ça, c'est quelque chose que les jeunes qui nous écoutent et moi-même n'avons pas connu, les concours oratoires. Hein? Ça faisait pas partie du cursus que nous, on a suivi. J'imagine que c'était plus rattaché à l'époque du cours classique. Possiblement, c'était très populaire tant en français qu'en anglais en Ontario. C'était un club et même nous, quand on vivait, ma famille, mes enfants, quand on vivait à Toronto, j'ai une de mes filles qui en a fait aussi pendant qu'elle était au secondaire. Donc, c'est un club, en fait, des gens... si vous parlez à des parlementaires, vous allez voir qu'il y en a plusieurs qui sont passés par ces clubs, qui ont fait des concours oratoires, qui ont fait des débats aussi. Alors moi, Bill Allen m'a encouragé. J'ai fait des concours en français et en anglais. Et j'ai gagné presque tout le temps tous les concours dans lesquels j'ai participé. Et donc ça aussi, ça a forgé, je dirais, la personne que je suis devenue, de parler en public. J'ai été, comme vous disiez au tout début, j'ai été journaliste, j'ai fait de la radio, j'ai fait de la télévision. Donc, j'ai jamais eu peur de me prononcer sur certaines choses qui me tiennent à cœur, et aussi prendre la parole au nom de d'autres personnes ou Bill Allen a été la personne qui m'a fait découvrir cette qualité que j'avais. Et en terminant à notre première portion de l'émission Curriculum Vitae, Thérèse Boutin, le choix d'étudier en sciences politiques, est-ce que c'était une visée justement politique? En fait, quand je suis arrivée à l'université, j'ai commencé en traduction. Parce que je maîtrisais le français et l'anglais, même si l'anglais je l'ai appris sur le tard, je l'ai appris très vite. Je parlais couramment latin à l'époque pour le faire, et on m'avait dit tu devrais étudier dans les langues. Mais plus jeune, quand je vous parlais un peu plus tôt de mon père et de ma mère qui me tenait au courant de ce qui se passait dans le monde, et on avait des journaux chez nous et je lisais beaucoup très jeune. J'ai toujours été intéressée par la politique. Puis aussi, j'étais très sensibilisée de par mon père, entre autres, à toute la question de la langue française et de l'importance de garder la langue française. Alors, c'est pour ça que j'étudie en sciences politiques. On poursuivra le parcours de vie de Thérèse Boutin demain. Merci beaucoup, Madame Boutin. Ça m'a fait plaisir. Merci aussi à Berthold Bernier à la réalisation technique de cette émission. C'est Danny Benz qui vous attend demain à Curriculum Vitae. C'était Curriculum Vitae.
Curriculum Vitae. Bonjour, mesdames et messieurs, c'est Dani Benson au microphone. Je vous souhaite la bienvenue à cette émission. C'est la suite de notre rencontre avec Thérèse Boutin, qui est l'actuelle présidente directrice générale de l'Orchestre symphonique de Québec. Madame Boutin, bonjour. Bonjour. On s'est laissé hier avec ces années universitaires qui ont commencé en traduction, puis finalement, vous avez vu d'autres opportunités. Alors, vous vous êtes dirigé plus en sciences politiques. Mais quel était votre objectif de vie à ce moment-là? Vous aviez quel âge? En fait, moi, quand j'ai commencé l'université, j'avais 17 ans et je n'avais pas vraiment d'objectif. On est dans les années 70, là, tout était facile, tout était à la portée de notre main. Il y avait beaucoup d'emplois, le monde nous appartenait dans le fond. Alors, ça a vite changé au début des années 80, mais dans les années 70, on était encore comme ça. Moi, je voulais faire n'importe quoi. Je voulais apprendre. En fait, pour moi, c'est une valeur fondamentale dans ma vie et pour les gens qui m'entourent, pour mes enfants et tout ça. L'éducation, pour moi, c'est fondamental à ce qu'on fait dans la vie. Peu importe ce qu'on étudie, pour moi, je n'ai pas de regard là-dessus. L'important, c'est d'apprendre, de s'ouvrir les horizons, de voir ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Et donc, j'ai fait un baccalauréat en sciences politiques et puis j'ai fait une maîtrise. Peut-être que dans le fin fond de moi, je voulais faire de la politique active. On m'a même approché pour le faire quand j'étais dans la jeune trentaine, mais à ce moment-là, j'avais de très, très jeunes enfants. Et j'ai décidé de passer mon tour. Et donc, une fois qu'on a passé son tour, on a passé son tour. C'est pas plus grave que ça. Mais finalement, j'ai travaillé aussi, dans les médias. Et puis là, j'ai pris des postes plus en gestion. Et j'ai décidé donc de poursuivre après ça en administration. Et donc, je suis allée chercher une maîtrise en administration publique. Plus tard, je suis allée chercher une maîtrise en administration des affaires et encore plus tard, j'ai commencé un doctorat en administration des affaires. Alors ça c'est le résumé facile, mais là on va revenir un petit peu. On va y aller. Allons-y étape après étape. Donc vous avez travaillé dans les médias à TV Ontario et aussi pour la société Radio-Canada là-bas en Ontario. Oui. Ça nous arrive peu souvent dans la région ici d'avoir des nouvelles de justement la situation des Franco-Ontariens parce que pour vous, ça a été aussi un sujet par rapport à des emplois que vous avez occupés, que ce soit justement du point de vue de l'éducation ou du point de vue de la reconnaissance. Voulez-vous nous dresser un portrait de la situation à ce moment-là des Franco-Ontariens? Vous voulez dire aujourd'hui, peut-être plus? Oui. Oui, en fait, je pense qu'il faut retourner au début de la colonie, parce que vous savez que une des premières missions catholiques en Ontario, au début du 17e siècle, c'était la mission de l'Assomption. Donc, c'était des francophones au Détroit, qui faisaient partie du Haut-Canada à l'époque, donc Windsor aussi dans ce coin-là. Et finalement, les francophones ont migré vers le nord de l'Ontario quand on a ouvert le chemin de fer au tout début du 20e siècle. Bon, donc on vient de faire 300 ans. Et les francophones n'ont jamais été majoritaires, mais presque dans le nord de l'Ontario. Mais politiquement parlant, le Haut-Canada était anglophone, irlandais, catholique, alors que le Bas-Canada était davantage francophone et catholique. Et donc, les francophones ont été tiraillés parce que tout ce beau monde-là pratiquait la même religion, mais ont été tiraillés entre francophones et anglophones et ça a causé là des remous extrêmement importants. Les évêques catholiques anglophones ont tout fait, mais
tout fait pour anéantir les francophones. Ce qu'ont vécu les francophones là, en Ontario et plus tard au Manitoba, on a juste à évoquer le nom de Louis Riel, et ensuite en Saskatchewan et en Alberta, c'est terrible. Là. Mais en Ontario, la bataille, c'est là qu'elle a été le plus féroce. Et donc, au fil du temps, les francophones ont obtenu des écoles élémentaires de langue française et ensuite le droit à avoir des écoles secondaires. Et puis maintenant, l'enseignement universitaire se fait en français et tout. Il y a des institutions francophones. Il y a eu la fameuse bataille dans les années 90 de l'hôpital Montfort à Ottawa, où là, les francophones, ça fait pas longtemps, là, ça fait 15 ans, là, les francophones se sont battus pour avoir des services de santé en français. Moi, j'ai été de toutes ces batailles-là parce que j'ai trouvé ça primordial pour la survivance de la race, si on peut dire. Et ça, on peut pas négliger cet aspect-là dans notre vie. C'est un extrait de cet Alléluia qu'on vient d'entendre qui est tiré de la liturgie Saint-Jean Chrysostome, et c'est Tchaïkovski, le compositeur, Thérèse Boutin. Oui, en fait, c'est chanté en russe. Là. Il y en a peut-être qui ont entendu, entre autres, le Spasiba, qui veut dire merci, que tout le monde connaît. Oui. Donc, oui, j'ai choisi cette œuvre-là parce que elle est en lien avec un très, très beau moment qui est arrivé dans ma vie en décembre 2000, exactement le 7 décembre. J'ai fait une rencontre tout à fait par hasard d'un jeune couple et de leur toute petite fille qui arrivait à Trois-Rivières directement de Odessa, en Ukraine. Ils étaient passés par Kiev, ensuite ils étaient arrivés en Pologne, puis à Amsterdam, à Montréal, où j'ai pris le même autobus qu'eux, et finalement à Trois-Rivières. Ces gens-là ont fui l'Ukraine en 2000 parce qu'ils ne voyaient pas d'avenir pour leur petite fille. Lui était ingénieur maritime, elle était professeure de chimie à l'université d'Odessa. Et ils se sont emmenés directement à Trois-Rivières.
Elle travaillait en électricité. Et donc, elle avait vu qu'il y avait toute une historique sur l'électricité dans la Mauricie. Et ils avaient vu qu'il y avait un port de mer. Donc, il y a un port à Trois-Rivières. Et lui a dit, bon, ben, on va aller à Trois-Rivières. Il y a un port de mer. Moi, j'étais marin toute ma vie. Alors, ils se sont retrouvés à Trois-Rivières. Ils n'avaient aucune idée où ils étaient, où ils arrivaient. Ils parlaient... à toute fin pratique, il ne parlait pas français. Lui parlait quelques mots d'anglais, mais tout juste. Oui. Il parlait le russe. Et moi, par hasard, longtemps, quand j'étais à l'université, j'avais étudié le russe. Et donc, j'ai compris à peu près ce qu'ils disaient. Ils étaient complètement effrayés. Et devant leur situation, ils étaient tellement dépourvus, là. Il faisait à peu près moins 300 degrés dehors. Là. C'était un mois de décembre comme cette année. Je les ai amenés chez moi. Et je leur ai dit, là, vous allez venir chez nous. On s'est débrouillé avec quelques mots d'anglais, quelques mots de russe et puis beaucoup de signaux avec nos mains et nos yeux. Et puis, je les ai installés chez nous. Mes enfants ont dit, mais maman, mais qu'est-ce qui se passe? On parlera de ça demain. Et là, mon mari était à Montréal. J'allais appeler, j'ai dit, chérie, quand tu pourras arriver, on a de la visite. Et puis, ça a été le début d'une magnifique aventure. C'est arrivé, comme je vous le dis, là, sans farce. Là. Il était 10 heures du soir, le 7 décembre 2000. Ils sont restés chez nous 10 jours, le temps qu'on les installe. Là, il y a quelqu'un qui a eu vent de ça. Il en a fait une histoire dans les journaux. Et par magie, on leur a trouvé un appartement. On leur a trouvé des vêtements, des meubles. On a inscrit la petite à l'école au mois de janvier. Eux, on les a inscrits dans des cours de langue. Parmi les gens qui sont venus en aide, il y avait un professeur de chimie de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Julien Gruda, qui parlait le russe couramment, qui s'est occupé de Lubov et de lui trouver un travail. Dans l'appartement qu'on leur a trouvé dans le petit édifice, leurs voisins de palier, c'était des anglophones et monsieur John Ballantyne était un ingénieur. Donc, il s'est occupé de Vitaly. Il lui a appris l'anglais comme il faut pour qu'il finisse de son apprentissage de ce côté-là. C'était extraordinaire, vraiment extraordinaire. Ces gens, aujourd'hui, ils sont installés, ils travaillent. Violetta, leur petite fille, comme est maintenant à l'université, 11 ans plus tard, ou on est 13 ans plus tard. Elle vient d'entrer à l'université cette année. Donc, c'est une très, très, très belle histoire. On dit que tout le monde a un ange gardien. Eux m'ont dit que j'avais été le leur pour cet atterrissage, si on peut dire, en sol canadien. Je souhaite à tout le monde de vivre une expérience comme ça. C'est vraiment extraordinaire. Oui. Vous en aviez eu des anges gardiens, vous, pour vous aider à aller à l'école? Vous en aviez eu des gens qui vous ont ou aidé à ouvrir des portes également? Oui, j'ai eu plein de gens qui m'ont tout au long de ma vie qui m'ont aidé. Je pense que quand ces choses-là nous arrivent, que ce soit nos enseignants, que ce soit des gens avec qui on travaille, que ce soit nos voisins, je pense que l'important dans la vie, c'est de reconnaître les gens pour qui ils sont, dans le fond, et ce qu'ils peuvent nous apporter pour enrichir notre vie. Moi, vous m'aviez demandé dans mes valeurs de la vie, ce qui était important pour moi. Je vous ai parlé de l'éducation tantôt, mais l'autre valeur que je trouve très importante et que moi j'interprète à toutes sortes de sauces, c'est la charité. Oui. Peut-être
pas toujours la charité pécuniaire, là, si on peut dire comme ça. C'est vrai, il faut donner. Il faut donner, et tant que ça fait pas mal, on n'a pas donné. Ça, ma mère me l'a toujours dit. T'auras beau donner 100 $, si ça n'a rien changé à ton style de vie, t'as pas donné. Donc, et ça, mais je pense que aussi d'aider les gens autour de nous et se laisser aider. Par les gens qui sont avec nous, qui nous ouvrent la voie, qui nous montrent d'autres choses à faire dans la vie. Ça, je trouve ça extrêmement important. Vous parlez de votre mère à l'émission précédente, votre mère qui a été un phare, a été aussi celle qui vous a fait confiance très très jeune, celle qui vous a marqué beaucoup. Le jour où Thérèse Boutin devient maman, elle est quel genre de mère? Moi, mes enfants, ils ont eu affaire à se débrouiller. Je suis pas du tout une mère poule, là. Heureusement qu'ils avaient et qu'ils ont toujours leur père. C'est lui qui s'en est occupé. Quand les enfants ont eu la varicelle, maman était à l'université. Mes enfants ont pris très, très jeunes et aujourd'hui aussi, ils sont tous très indépendants. J'ai 3 beaux enfants, fin vingtaine, début trentaine. J'ai même un petit-fils, mon petit prince, qui a 2 ans. Et donc, moi, mes enfants, je les ai outillés pour qu'ils se débrouillent dans la vie. Et justement, quand on a accueilli la famille Molokopoï d'Ukraine en 2000, on est arrivé le 17 décembre et nous, on n'était pas prêts pour Noël. On n'avait pas eu le temps de faire l'arbre de Noël. J'avais fait rien à manger ou tout ça. Puis les enfants ont dit, ben là, maman, Noël, là, c'est dans quelques jours. Ben, j'ai dit, mes chers amis, Noël, on vient de le passer. Parce que c'est ça, Noël. C'est de venir en aide, c'est d'aider, c'est des beaux moments, c'est une belle leçon de vie qu'on a vécue en famille, là, ça a chambardé toute notre vie. Et je trouve que ça aussi, ça a été une expérience dans leur vie. Ils s'en rappellent encore, ils en parlent encore. Mais moi, je suis plutôt du genre, vous avez besoin d'aide, je vais vous donner les conseils que j'ai à vous donner. Si vous me les demandez pas, je vais pas vous les imposer. Et faites votre chemin dans la vie, les amis.
J'aimerais que vous nous présentiez cette pièce, Thérèse Boutin. Alors, c'est le 5e mouvement de la 3e symphonie de Mahler. C'est une œuvre que j'ai chantée comme choriste dans le chœur de l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières sous la direction de Jacques Lacombe, le chef d'orchestre à Trois-Rivières. L'interprétation qu'on vient d'entendre, c'est avec Maureen Forrester, donc très belle voix. Chanter du Mahler, c'est extrêmement difficile, mais c'est extrêmement enrichissant. C'est tellement beau. En quoi est-ce difficile? C'est difficile parce que ça vient chercher nos émotions. C'est sûr que vous entendez les harmonies, là. Bon, c'est un chœur à voix égales, plus un chœur d'enfant. Et le bim-bam, là, ça a l'air simple, là, mais laissez-moi vous dire que c'est compliqué puis que tout le monde arrive en même temps avec les instruments, là. Mais c'est prenant. Je me souviens quand on a chanté ça, à la fin, les choristes, toutes avaient des larmes aux yeux. Ça vient, c'est ça Mahler, tu sais, ça. Moi, je suis pas musicienne, je n'ai aucune formation comme musicienne. J'ai commencé à chanter très tôt. Mon père et ma mère chantaient tous les deux. Mais chanter du Mahler, là, c'est prenant, là, c'est comme ça se peut pas. Vous dites que vous n'êtes pas musicienne, mais pour vous, là, justement, le chant choral, c'est très important. Oui, moi j'ai chanté toute ma vie. Toute ma vie, mon père me disait tout le temps que j'ai chanté avant même de parler. Ça a été, j'ai chanté dans le chœur de l'église, le chœur de la paroisse, le chœur de l'université, le chœur tout partout. J'ai chanté dans des chœurs. Quand je vivais à Toronto, j'ai chanté dans un chœur. C'était prédestiné mon affaire. J'ai chanté dans un chœur ukrainien. Imaginez-vous donc. Je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Je savais pas à l'époque que j'allais déménager à Trois-Rivières. Encore bien moins que j'allais rencontrer des gens venus directement d'Ukraine. Mais donc j'ai chanté en ukrainien, qui est une langue qui maintenant est très peu parlée parce que on a assimilé les Ukrainiens pour qu'ils deviennent des russophones. Et donc, mais j'ai chanté et puis quand je suis arrivée à Trois-Rivières, je voulais pas déménager de Toronto et j'ai dit à mon mari, toi, pendant que tu vas aller vérifier là-bas, je veux que tu me trouves un chœur, sinon je déménage pas. Là, j'étais en situation de crise. Et en bon mari, il m'a trouvé un chœur, qui était le chœur de l'ensemble vocal de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, je suis allée chanter dans ce chœur et par la suite, j'ai chanté dans le chœur de l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières. Vous avez l'air à faire une bonne équipe avec votre conjoint. Ah oui, nous ça fait 30 quelques années là qu'on est ensemble et puis en fait, ça va faire 33 ans au mois de mars qu'on est mariés. On a vécu très peu souvent dans la même ville. Depuis les premières années de notre mariage, on s'est retrouvés pour toutes sortes de raisons professionnelles ou d'études ou autres dans des villes différentes. Moi, j'étais à Sudbury, lui était à Toronto. J'étais à Toronto, il était à Montréal. Ensuite, on est arrivé à Trois-Rivières. Lui était à Sudbury. Il est encore à Sudbury. Moi, je suis à Québec, mais notre maison familiale est toujours à Trois-Rivières. Donc... mais il faut croire que ça fait des enfants forts et que ça fait des couples heureux. Ben écoutez, tant mieux, tant mieux. Revenons-en à la musique, parce qu'en fait, pour vous, il y a quand même eu aussi tout un parcours à partir du moment où, pour une première fois, vous aviez assisté à un concert symphonique. Jusqu'à aujourd'hui, vous occupez le fauteuil de présidente directrice générale de l'Orchestre symphonique de Québec. La musique symphonique dans la vie de Thérèse Boutin, elle va s'arrimer comment? C'est difficile à dire parce que, comme je vous dis, mes parents chantaient tous les deux, évidemment, dans la paroisse, chez nous, dans le village, c'était surtout des chants religieux, mais ma mère avait introduit la notion dans le village qu'on pouvait chanter autrement que de chanter à l'église. Et donc, j'ai commencé à chanter très jeune. Ma mère aimait beaucoup l'opéra, donc on a écouté beaucoup d'opéra chez nous sur des vieux disques. Mais ma première rencontre avec un orchestre symphonique, j'avais peut-être 14, 15, 16 ans peut-être. J'étais au pensionnat, justement.
Et il y avait le passage dans la ville de Hillsbury de l'Orchestre symphonique de Toronto, qui avait et qui a toujours comme mission de voyager dans les communautés isolées de l'Ontario pour présenter des concerts. Et donc, c'était un de ces concerts. Donc, l'Orchestre symphonique, je n'avais jamais vu un orchestre symphonique de ma vie, je savais pas ce que c'était. Mais la bonne sœur Yvette Laframboise, qui voulait que je sois une personne complète, avait dit à ma mère, elle m'avait dit de demander à ma mère de m'envoyer $2 pour que je puisse assister à ce concert. Ce que ma mère fit. D'ailleurs, j'ai toujours la lettre dans mes affaires. Et donc, je suis allée dans mon costume du dimanche à ce concert un soir de semaine à l'Arena de Hillsbury, entendre l'Orchestre symphonique de Toronto sous la direction de Seiji Ozawa, qui est maintenant chef d'orchestre émérite de l'Orchestre symphonique de Boston. Et donc, ça a été ma première rencontre avec un orchestre et je n'avais pas de formation musicale, mais j'ai été marqué pour la vie par cette rencontre avec un orchestre. Vous voilà donc à la direction de ce que l'on dit être le plus vieil orchestre symphonique au Canada, l'OSQ ici. Oui. Quels sont les enjeux et les défis, Thérèse Boutin? Je pense que le premier enjeu, c'est de s'assurer que les gens dans la ville veulent toujours leur orchestre. On a pris les orchestres symphoniques pour acquis, surtout dans les capitales. Mais on peut pas prendre un orchestre symphonique pour acquis. Ça coûte cher présenter un orchestre. Vous savez, un concert d'orchestre, ça coûte au bas mot 150 000 $ à présenter, hein. C'est beaucoup d'argent quand on considère les salaires des musiciens, la location des partitions, les cachets pour les chanteurs, l'équipe technique, la location de la salle et tout. Ça coûte très cher présenter un concert. Et on dirait que les gens se désintéressent un petit peu. Et donc, le défi, c'est de garder la flamme allumée. On enseigne de moins en moins la musique dans les écoles aussi. Donc, d'intéresser les jeunes à devenir les abonnés de demain. Ça aussi, c'est un défi. On dit que l'âge des gens qui viennent dans les orchestres est en moyenne de 50 ans et plus. Je pense que ce sera toujours ça, parce que quand on est jeune, on va à l'orchestre, c'est le fun parce qu'on y va avec des amis. Plus tard, quand on a les enfants puis qu'il faut payer la gardienne puis le stationnement puis ci puis ça, ben un abonnement à un concert d'orchestre symphonique, c'est cher. Mais puis quand on arrive dans la cinquantaine, ben là on a les moyens de se payer ce genre de loisirs. Mais encore faut-il que les gens sachent qu'il y a un orchestre. Donc, tout ce qui va autour de ça, le financement, l'intérêt continu et tout ça, c'est un défi de tous les instants pour tous les orchestres, y compris celui de Québec. Thérèse Boutin, eh bien, on vous souhaite du bonheur dans ce défi à relever et puis on vous remercie. J'en ai tout plein de bonheur. Oui, c'est ça. On vous remercie d'être passé à nos micros. Merci de m'avoir invité. Merci aussi à Berthold Bernier à la réalisation technique de cette émission. C'est Danny Benz qui vous donne rendez-vous bientôt pour Curriculum Vitae. C'était Curriculum Vitae.